Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre séance du Conseil municipal du mardi 15 novembre. 15 octobre, pardon, c'est vrai, tu as raison Philippe. Je salue également celles et ceux qui nous suivent, bien entendu, sur la chaîne locale de l'ASTV et sur les réseaux sociaux. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre Conseil municipal, je veux en notre nom à tous saluer la mémoire des personnes suivantes décédées récemment sur la ville. Monsieur Depré Patrick, agent décédé le 4 juin 2024, à l'âge de 64 ans. Patrick est arrivé au sein de la collectivité en 1999. Il occupait les fonctions en tant que concierge au sein de l'espace jeune du Moulin. Monsieur Régis Pringarbe, vous le savez tous, notre ami, notre collègue, Régis a perdu la vie le 24 juillet dernier à la suite d'un tragique accident dans l'exercice de ses fonctions. Il avait 57 ans et était père de 5 enfants. Régis incarnait la gentillesse et la bienveillance. Il était apprécié de tous et faisait l'unanimité autour de lui. Cet accident nous a bouleversés au plus haut point. Il est entré à la ville de Grande-Synthe en décembre 2000, en qualité d'agent de surveillance nocturne, puis comme agent au service des espaces publics et nature en 2007. Il est devenu par la suite délégué syndical en 2014 jusqu'en 2023, où il fit le choix de reprendre un poste d'agent de surveillance de jour. À toute sa famille, ses enfants, ses amis, l'ensemble des membres du conseil municipal se joint à moi pour leur témoigner notre soutien inconditionnel. Quelques sujets d'actualité maintenant, avant de passer à l'ordre du jour de notre séance du conseil municipal et un retour, pour recommencer, sur le programme des estivales, à commencer par l'été au Pitouk, qui a connu une progression très significative avec 36 600 visiteurs contre 24 200 l'an dernier. De même pour l'été au Stadium, avec la piscine extérieure et ses 10 500 visiteurs contre 4 950 l'an dernier. Sans oublier les événements ponctuels, comme les retransmissions des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, les festivités du 14 juillet, le village rétro et enfin le concert de fin d'été avec l'artiste Ronisia, précédé par des groupes locaux qui ont enchanté le public sur la place du marché. Du côté des centres de loisirs, nos services ont accueilli en moyenne 800 enfants par jour. Je souligne également le travail du campus de la réussite, les activités des maisons de quartier, les ateliers de l'université populaire, les cours de fitness au jardin public et ceux de remise en forme pour les seniors. Bref, de quoi satisfaire tous les publics, quel que soit leur âge ou leur quartier. J'en profite pour remercier l'ensemble des agents des services municipaux qui ont été mobilisés à tous les niveaux sur les estivales. Ils ont permis à nos enfants, nos familles, de profiter pleinement de leurs vacances ici à Grande-Synthe. Changement de rythme avec le programme de rentrée. Rentrée des classes tout d'abord pour nos 2480 élèves des écoles maternelles et primaires de la ville. Notons que les 1402 élèves de primaire se sont vus attribuer cette année un kit de rentrée de fournitures scolaires. Un mot sur la restauration scolaire qui gère 1200 repas par jour et sur notre dispositif périscolaire étendu à tous les quartiers fréquentés quotidiennement par 790 enfants. 2 secteurs fortement impliqués dans la vie quotidienne de nos administrés. Rentrée culturelle avec le lancement de la saison 2024-2025. Un événement toujours très attendu en septembre avec une offre culturelle conforme à notre identité. Variée, populaire, inspirante et joyeuse. À l'heure où je vous parle, plus de 90% des billets sont vendus. Là encore, nous nous sommes attachés à satisfaire le public le plus large. Merci encore à tous les agents de la direction pour avoir contribué à cette réussite. Le 17 septembre dernier, la piscine Léo Lagrange sortait enfin la tête de l'eau, avec sa réouverture au grand public. Après, délai trop long, je le conçois, 2 ans et demi de travaux. C'est un grand soulagement pour nous tous et pour les clubs sportifs résidents. Aujourd'hui, le grand bassin est opérationnel. Il faudra encore patienter d'ici l'été prochain pour retrouver le petit bassin sous une nouvelle configuration avec une structure en inox. Je tiens à préciser que depuis la réouverture de la piscine, nous avons pris la décision de mettre les leçons de natation pour les grands Saintoises gratuites. C'est notre volonté délibérée de pouvoir répondre à cette grande cause nationale qui est le savoir nager en sécurité. Enfin, 40 classes de primaire et de collège sont accueillies chaque semaine à la piscine. Quelques mots également pour honorer et remercier les bénévoles des associations
les partenaires et le personnel de toutes nos maisons de quartier pour le lien social qu'ils tissent chaque jour dans nos quartiers. J'ai eu le plaisir avec les élus de les rencontrer et d'apprécier leur activité lors des récentes opérations portes ouvertes. Je veux aussi saluer la mobilisation remarquable de nos associations et des habitants de notre ville autour de l'opération Octobre Rose. Octobre Rose en faveur de la recherche et de la lutte contre les cancers féminins et masculins. Je suis fier de cette solidarité et de cette fraternité qui illustre parfaitement l'esprit du vivre ensemble à Grande-Synthe. Quelques semaines après la fin des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, les images fortes et les émotions nous ont tous marqués. Et cette ferveur exceptionnelle a rejailli jusqu'à Grande-Synthe avec la participation de notre champion local, Faisal Megheni, aux épreuves de boccia. J'ai pu accompagner ses supporters et sa famille pour aller l'encourager lors des épreuves qualificatives. Ce fut une journée inoubliable. Je veux aussi citer la participation de 3 autres grands saintois à ces Jeux olympiques sur des fonctions diverses, avec Abdel Mustafa comme manager de l'équipe de France de breaking, avec Anthony Rigaud comme directeur de course sur les épreuves de voile, et enfin avec Frédéric Limousin au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, comme directeur de piste sur les épreuves de cyclisme. Félicitations et merci à eux d'avoir si bien représenté notre ville. Un mot avant de conclure sur un sujet sensible qui a provoqué une onde de choc dans notre pays, c'est-à-dire l'affaire de l'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle, 17 ans après sa mort. Ces révélations intolérables m'amèneront à vous proposer, lors de notre prochain conseil municipal, de débaptiser la place de l'abbé Pierre et de la renommer. Pour terminer, j'ai le plaisir de vous inviter aux animations et festivités de la Semaine Bleue qui vont se dérouler à partir de dimanche prochain jusqu'au 27 octobre dans toute la ville. Un grand merci au service des seniors qui nous réserve, comme toujours, de belles surprises. Vous avez aussi sur table un pot de miel dont je vais laisser la présentation à Karima. Merci, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Alors, le pot de miel se trouvant devant chaque élu, représentant du peuple de Grande-Synthe, est le produit des ruches du verger pédagogique et le fruit d'un travail de soin aux vivants, à la nature et à l'habitant. Produit local, artisanal et 100% naturel ou biologique, le pot de miel offert témoigne de l'ambition des élus de faire de la ville ou de la commune de Grande-Synthe un espace nourricier de convivialité, de partage et de solidarité multiples. Merci Karima. Je vous propose que le secrétaire de la réunion soit Denis Vergrit. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y en a pas, je demande à Denis de procéder à l'appel. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Monsieur le maire, bonsoir. Axe Marjorie. Afaska Kadouj. Amichi Keltoum. Excusé, donne pouvoir à Benoît Cuvelier. Arabe Redouane. Excusé, donne pouvoir à Nicolas Damy. Belkala Najat. Excusez, donne pouvoir à Mme Sinima Chabal. Bayard Martial. Calonne Nicolas. Shabab Selima. Cordier Claudine. Excusé, donne pouvoir à Nathalie de Mazières. Cuvelier Benoît. Dacosta Albert. Daoudi Samira. Da Silva José. Dami Nicolas. Dassonville Michel. Desmazière Nathalie. El Abassi Habib. Famchon Karine. Abchi Aïcha, excusé, donne pouvoir à Bernard Junot. Juste Patrick. Junot Bernard. Leca David. Maza Sylvain. Vanel Chantal. Michel Daniel. Pâques Véronique. Atab Michel. Plaquet Jean-Christophe. Ria Fetti. Samy Van la Rodil. Présente. Sergent William, excusé, donne pouvoir à moi-même. Toul Karima. Vanel Anne-Sophie. Paris Denis moi-même présent. Et enfin Zambil Gossion, Sarazin Nadia. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. Nous commençons par l'approbation du procès-verbal de la séance du 5 juin 2024. Appelle-t-il des remarques
Des remarques, uniquement sur la forme et non pas le fond, Madame Chabab. J'avais juste demandé les éléments sur le contrat d'association de l'école privée René Bonpin. J'ai rien reçu. Ok. On vous le fera transmettre sans problème. On peut passer au vote donc sur ce procès verbal de la séance du 5 juin. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Il est validé à l'unanimité. Je vous en remercie. On commence nos délibérations par l'administration générale et le point 1, la création d'un poste permanent d'auxiliaire de puériculture. Madame de Mazières. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Création d'un poste permanent d'auxiliaire de puériculture. Le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent d'auxiliaire de puériculture à compter du 1er novembre 2024 au sein du service petite enfance à temps complet pour exercer les missions suivantes. Accueillir les enfants et leurs familles et mener des activités d'éveil, dialoguer et échanger autour de la réponse aux besoins des enfants au quotidien, alimentation, sommeil, développement, connaître le développement du jeune enfant, répondre à ses différents besoins quotidiens, soins, alimentation, propreté, éveil, sommeil, et avoir un rôle de prévention et de conseil. Accompagner l'enfant dans les différents temps de la journée, sommeil, repas, propreté, activité d'éveil. Favoriser la sociabilisation de l'enfant. Mettre en œuvre les règles de sécurité et d'hygiène. Établir une relation de confiance avec la famille, être à l'écoute. Participer aux côtés de l'éducatrice de jeunes enfants à la mise en place des activités d'éveil adaptées à l'âge des enfants, préparation des animations, sorties. Participer aux réunions avec l'équipe, les parents et les partenaires. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d'auxiliaire de puériculture de classe normale relevant de la catégorie hiérarchique B. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point 2, qui est la création d'un poste permanent de coordinateur de développement des territoires. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent de coordinateur de développement des territoires à compter du 1er novembre 2024 au sein de la collectivité à temps complet pour mettre en œuvre la politique sociale et notamment exercer les missions suivantes. Élaborer le diagnostic partagé du quartier en lien avec le réseau d'acteurs locaux, mettre en œuvre le projet social de territoire, favoriser les démarches participatives, créer, développer et entretenir les réseaux professionnels et les relations de travail avec les services de la collectivité, accompagner et coordonner l'équipe projet, assurer le lien hiérarchique avec le référent famille du quartier et l'agent de développement social ADS, assurer le lien permanent avec les luttes quartier, participer à la recherche de financement, proposer des projets dans le cadre des financements institutionnels, rechercher et répondre à tout appel à projet permettant de financer les projets dans le quartier, accompagner les habitants dans la recherche de financement pour la réalisation de leurs projets, établir le budget de fonctionnement de la maison de quartier, établir le budget annuel et le gérer, anticiper les bons de commande et contrats de prestation. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d'attaché territorial relevant de la catégorie hiérarchique A. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nathalie. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Chabab. J'aurais voulu savoir sur quel quartier serait positionné ce coordinateur. C'est sur le quartier Albec. Sur le quartier Albec. Voilà. Ok, d'accord. C'est suite à un champ. Oui, Oui. pardon? C'est suite à un départ d'un agent. Et en termes de délai, parce que c'est au 1er novembre, le temps que la bourse elle sort, à moins qu'elle soit déjà sortie. C'est en cours en fait. Ouais. C'est en cours. Ok. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie, ce qui nous permet de passer au point numéro 3, la création de 2 postes permanents d'infirmiers. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création de 2 emplois permanents d'infirmiers à compter du 1er novembre 2024 au sein des structures à temps complet pour exercer les missions suivantes. Coordonner et évaluer les actions des soignants pour assurer la sécurité des soins, participer à l'encadrement et à la formation des stagiaires, être à l'écoute, répondre aux besoins des résidents et les stimuler,
respecter la confidentialité et le secret médical, respecter les règles d'hygiène, de sécurité et les protocoles établis, effectuer les soins infirmiers, gérer les médicaments prescrits, préparer les semainiers en lien avec la pharmacie et distribuer les médicaments, gérer les dossiers de soins, assurer le lien avec le médecin et les familles, participer aux réunions de travail, qualité, synthèse, veiller à la bonne qualité des transcriptions et transmissions fournies par tous les acteurs de la prise en charge, assurer la coordination avec les différents intervenants médicaux et paramédicaux, établir avec l'équipe les besoins en matériel et produits de soins. Ces emplois pourront être pourvus par un fonctionnaire titulaire du grade d'infirmier en soins généraux relevant de la catégorie hiérarchique A. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Vous aurez compris qu'il s'agissait de l'EHPAD. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Et donc là, ce serait 2 infirmiers supplémentaires qui va compléter l'équipe de l'EHPAD, c'est bien ça? Ce sont des remplacements. Ce sont des remplacements. Et en fait, la difficulté, c'est de trouver des titulaires pour ces postes. Je comprends, mais pourquoi on les passe au Conseil? C'est comme tout à l'heure, si c'est un départ, c'est pas une création, pourquoi vous êtes obligé de faire une délibération, de passer au Conseil? C'est ça qui est curieux. Parce qu'on a fait le choix de passer délibération. On pourrait faire une délibération cadre sur le tableau des effectifs. Mais si elle nous serait retoquée par la sous-préfecture, qui est très vigilante sur chaque délibération, ce serait l'ensemble de la délibération qui serait pénalisé. Donc là, on préfère les passer une par une. Comme ça, on minimise le risque de rejet. Mais je comprends. Mais là, c'est... Comme tout à l'heure, c'était pas une création. Non, mais c'est des fois lié aussi au changement de grade de l'agent. Un agent qui a eu un concours dans notre tableau d'effectifs, il n'est pas ouvert au bon concours et comme on veut promouvoir. Comme là, vous voulez recruter à A, donc il faut créer le poste de A. Tout à fait. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment pour être très en phase avec le tableau d'effectifs. Qu'on essaie toujours. Alors c'est pour ça, c'est vrai, parce que je me suis posé la question. À chaque conseil, on revient un peu sur le tableau d'effectifs, mais c'est aussi pour être au plus juste. Pour le toiletter au fur et à mesure. Non, je comprends. Mais c'est vraiment la notion de création que je ne comprenais pas. Oui, bah souvent les gens après ils pensent qu'il y a une embauche derrière, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des fois c'est un de nos agents qui a eu le concours et c'est son évolution de carrière qui nous demande de modifier le tableau des effectifs. Pour certains postes, bien entendu, il y a des embauches. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour la création de 2 postes permanents d'infirmiers, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et on passe aux créations d'un poste permanent de technicien énergie réseau. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent de technicien énergie et réseau à compter du 1er novembre 2024 au sein de la direction patrimoine bâti et domaine public à temps complet pour exercer les missions suivantes. Suivre les interventions des sociétés dans le cadre des contrats de maintenance, rédiger sous couvert de la direction le plan d'action pluriannuel pour l'optimisation des installations, assurer le suivi du fonctionnement des installations photovoltaïques et divers flux, proposer des optimisations, identifier les pannes et assurer le remplacement des équipements, assurer le suivi des rendez-vous avec les différents fournisseurs NJ, GRDF, etc., participer à la rédaction des cahiers des charges techniques, assurer l'exécution des travaux, des dossiers d'études, participer à l'analyse des rapports et offres de prix, préparer les chantiers et assurer en lien avec le responsable un choix judicieux des matériaux, coûts et utilisation, suivre l'avancement et la conformité des travaux, rendre compte aux responsables des difficultés rencontrées, respecter l'échéancier fixé, respecter les règles et mesures de sécurité en vigueur, participer aux diverses réunions. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade de technicien relevant de la catégorie hiérarchique B. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on passe au point numéro 5 qui est consacré aux vacataires des animations de fin d'année. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de recruter 10 vacataires pour effectuer les missions suivantes lors des différentes activités liées aux fêtes de fin d'année. Fluidifier les accès aux différentes activités et animations, s'assurer de la bonne utilisation des installations et du respect du matériel, aider et ou encadrer les usagers sur les différentes animations, informer le public et répondre à leurs demandes,
Veiller à la sécurité des usagers, veiller au bon déroulement des animations pour la période de Noël scintillant prévue du 18 décembre 2024 au 29 décembre 2024. Il est proposé que chaque vacation soit rémunérée sur la base d'un taux horaire d'un montant brut de 12,70 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 6, l'attribution des titres restaurants aux agents contractuels permanents et non permanents. Par délibération du 7-8-2019, le Conseil municipal a décidé d'octroyer 60 titres restaurants par an et par agent d'une valeur de 6 € sous forme dématérialisée ou sous forme papier au choix de l'agent, pour une valeur annuelle de 360 € et de prendre en charge 3,45 € par ticket et par agent pour les titulaires stagiaires ou en CDI de la collectivité. Considérant qu'un titre restaurant est un avantage social, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'ouvrir ce dispositif aux agents contractuels permanents et non permanents à compter du 1er janvier 2025. L'ouverture de ce dispositif aux agents contractuels permanents et non permanents ne modifie pas les termes de la délibération du 7-8-2019 qui reste inchangée. Monsieur le maire précise que les agents contractuels permanents et non permanents pourront bénéficier, à leur demande, selon les conditions du marché et du formalisme mis en place au sein du service ressources humaines, d'au maximum 5 titres restaurants par mois, sous réserve d'avoir effectivement travaillé un nombre suffisant de journées complètes au cours du mois, étant rappelé qu'un titre restaurant est octroyé par journée de travail dès lors que la journée de travail est entrecoupée d'une pause consacrée au déjeuner. Monsieur le maire précise que la valeur unitaire du titre restaurant et sa prise en charge par la collectivité sera identique à celle des titulaires, stagiaires ou agents en CDI. Il est à ce titre rappelé, la valeur unitaire d'un titre restaurant est fixée à la somme de 6 €. La collectivité prend en charge 57,5% du titre restaurant, soit 3,45 € par titre. L'agent prend en charge 42,5% du titre restaurant, soit 2,50 € par titre. La prise en charge de l'agent est opérée via retenue sur salaire. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole, Madame Chabab? Je trouve que déjà c'est une évolution que les agents contractuels puissent en bénéficier parce que c'était quand même une inéquité. Et bon, à chaque fois qu'on parle de tickets resto, à chaque fois je déplore que c'est que 60 titres par, même si je sais que c'est un coût important pour la collectivité et que c'est pas un titre restaurant par jour travaillé. Mais bon, c'est une belle évolution que je tenais quand même à souligner. Je vous en remercie. Reconnaissez que depuis qu'on a été élu, on a augmenté le nombre de tickets restaurants, qui était plus faible. On est bien d'accord. Je l'ai toujours dénoncé. C'est vrai qu'il a augmenté et il s'élargit aux contractuels. Donc, c'est une belle évolution. On est passé de 50 tickets à 60 tickets. Alors après, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de discussions avec les OS, les organisations syndicales sur ce sujet, parce que le ticket restaurant, il y a deux pans en fait, quand il y a le nombre de tickets et la valeur faciale. Donc on pourrait diminuer la valeur faciale et augmenter le nombre de tickets, mais après il faut un équilibre budgétaire. Mais c'est des négociations et des discussions qu'on a en ce moment avec les OS. Et c'est vrai que là, malgré le coût supplémentaire, à peu près, ce sera 38 500 € si tous les non permanents prennent les tickets dont ils ont le droit. Aujourd'hui, chez les agents titulaires, c'est 86% qui prennent les tickets restaurants. La difficulté, c'est qu'avec les nouvelles... le nouveau formalisme de l'attribution des tickets restaurants, les non permanents, surtout pour ceux qui travailleront juillet et août, vont les recevoir septembre-octobre, le temps de faire les cartes, de faire les démarches. Donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté de timing. Mais c'est vrai que c'est une avancée importante, mais je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de non permanents sur les très petits contrats qui les prennent, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué en mise en place. Mais en tout cas, le droit leur sera ouvert. Madame Max. Pardon. En fait, dans certaines collectivités, pour les agents qui ne prennent pas les tickets resto, c'est reversé sous forme de prime au repas, donc là par employeur. Est-ce que... non? À la CUD, okay. Par exemple. Par exemple. Ah, mais la CUD a des moyens que la ville de Grande-Sainte n'a pas, Madame Max. Et j'aimerais bien avoir les mêmes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je ne pense pas. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. L'instauration d'astreintes pour les cadres de l'EHPAD, Nathalie. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de mettre en place des périodes d'astreinte de sécurité pour le personnel d'encadrement de l'EHPAD, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer des interventions impromptues et répondre aux sollicitations des équipes en poste qui s'interrogent sur la conduite à adopter et ou estiment qu'un avis ou qu'une intervention est nécessaire. Les réponses apportées peuvent être de différentes natures, avis, conseils ou interventions directes, afin de prendre en charge les résidents et les équipes. Le régime d'indemnisation et de compensation est ouvert aux agents titulaires ou non titulaires qui participent à une période d'astreinte. Peuvent être d'astreinte pour l'EHPAD, le directeur de l'établissement, le cadre de santé, les infirmiers. Les astreintes peuvent donner lieu à l'indemnisation ou à l'attribution d'un repos compensateur au choix de l'agent. La rémunération et la compensation au temps sont exclusives l'une de l'autre. Les indemnités d'astreinte et d'intervention ou compensation sont attribuées de manière forfaitaire et suivront les taux fixés par arrêté ministériel. Les périodes d'astreinte ne peuvent donner lieu qu'au versement de l'indemnité d'astreinte qui n'est pas cumulable avec l'IHTS hors intervention. Pour information, le tableau de l'indemnisation vous est présenté dans la délibération. Les repos compensateurs accordés doivent être pris dans un délai de 6 mois après la réalisation des heures ayant donné droit à ces repos. L'intervention correspondant à un travail effectif, y compris la durée du déplacement, aller et retour sur le lieu de travail, accompli par un agent pendant une période d'astreinte. Ainsi, la rémunération de l'intervention peut prendre 2 formes, une indemnisation ou un repos compensateur. La rémunération et la compensation en temps des interventions sont exclusives l'une de l'autre. La rémunération s'effectuera selon le tableau présenté dans la délibération. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nathalie. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Moi, je vais remercier quand même les services parce que c'est un très très lourd dossier. Parce qu'on le fait en fait compte pour tout vous expliquer. Et je vais essayer de le faire clairement sur recommandation de l'ARS. Parce que nous, nos cadres sont catégorie A, donc normalement ne sont pas éligibles à l'astreinte, sauf que dans la spécificité d'un EHPAD, l'ARS nous recommande d'avoir des cadres d'astreinte selon les dispositions en vigueur dans leurs préconisations. Donc on a eu beaucoup d'allers-retours et ils ont fortement travaillé sur ce dossier-là. Et il est vrai que pour se mettre en conformité avec les demandes de l'ARS, il faut qu'on identifie clairement nos cadres d'astreinte et qu'on puisse... ça s'appelle des astreintes de sécurité. Il le faisait déjà. Ne croyez pas qu'il n'y avait pas d'astreinte à l'EHPAD, mais ça se faisait indirectement. Là, maintenant, ça se fait de façon officielle avec l'indemnité et ce titre d'astreinte de sécurité bien établi. J'imagine bien que des professionnels, des cadres de santé, quand les équipes sur place appellent, forcément, donc c'est bien d'officialiser l'implication et c'est important de le formaliser, je trouve. Et puis c'est aussi une reconnaissance pour ces métiers extrêmement essentiels. Comme je sais que le contrôle de légalité est très pointilleux, je ne comprends pas, la nuit entre le lundi et le samedi, je pense que c'était peut-être le vendredi. C'est une coquille ou c'est moi qui ne comprends pas? Nuit entre le lundi et le samedi. Dans le tableau, il y a semaine complète du lundi matin au vendredi soir, du vendredi soir au lundi matin, et nuit entre le lundi et le samedi. Je pense que c'est une coquille, non? C'est une coquille? Il faudra modifier parce qu'avant qu'on nous retoque... Je pense que c'est vendredi, c'est ça, dans la nuit de vendredi et samedi, c'est plutôt ça. Ok. Ok, non, mais sinon, c'est aussi une belle initiative. Autrement, entre le lundi et le samedi, c'est ouais. Une très longue nuit. C'est très longue nuit. Il vaut mieux blinder la délib et que ce soit nickel. On vérifiera, mais en tout cas, c'est sur recommandation de l'ARS. Je pense que, comme vous l'avez fort justement dit, c'est une bonne chose. Puis, c'est sur la spécificité du métier aussi, où c'est vrai qu'un EHPAD, c'est 7 jours sur 7, 24-24, donc il y a une spécificité qui est entendable. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Et on passe donc
Alors, c'est le point 8, l'amendement de la délibération pour l'application des 1607 heures pour les soignants travaillant uniquement de nuit à l'EHPAD. Le Conseil municipal, en date du 3 mars 2021, a délibéré sur l'application des 1607 heures au sein de la collectivité et notamment sur les cycles de travail particuliers, agents, EHPAD, surveillants de nuit. L'ajout d'un cycle de travail particulier pour les soignants de l'EHPAD travaillant uniquement de nuit ne modifie pas les autres termes de la délibération qui restent inchangés. Le maire propose donc à l'Assemblée, Monsieur le maire propose donc à l'Assemblée, compte tenu de l'obligation de présence permanente des métiers du soin et de la pénibilité du travail de nuit, les soignants de l'EHPAD travaillant de nuit auront un planning annuel basé sur 1607 heures avec 104 repos annuels, le même nombre de jours fériés que les agents placés sur l'horaire de référence du lundi au vendredi, sur une base de travail de 35 heures semaine. Les agents bénéficieront de 9 jours de suggestion. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Mme Chabab? Cette délibération retire en rien les primes de week-end, tout ça, enfin, ils perdent rien. Ok, c'est vu avec les OS, c'est bon? Ok, d'accord. Ça a été validé en CST. Ok. Et c'est pour répondre à un cas spécifique d'un agent qui travaille uniquement la nuit, qui peut ouvrir à d'autres. Mais sur le roulement, on a un agent qui travaille effectivement que la nuit et donc il faut adapter aussi notre organisation. Et c'est sur préconisation médicale en plus. Et c'est sur préconisation médicale. Ok, d'accord. Okay. Et ça pourrait être ouvert à d'autres agents si le roulement le rendait nécessaire, mais là c'est vraiment pour cadrer la chose. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on passe au point 9, la réévaluation de la majoration pour les agents techniques de l'EHPAD. Le Conseil municipal, en date du 7 février 2023, a délibéré la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le fameux RIVSEP, pour le personnel de la commune de Grande-Synthe. Celle-ci a été amendée le 27 juin 2023 pour apporter des précisions sur le système de fonctionnement de l'IFSE accessoire, ainsi qu'une synthèse précisant des grades par groupe de fonctions. La réévaluation du montant de la majoration de l'IFSE accessoire concernant les agents techniques travaillant à l'EHPAD le dimanche et les jours fériés ne modifie pas les autres termes des délibérations du 7 février et 27 juin 2023 qui restent inchangés. La majoration passe de 6,19 € à 6,76 € par heure effectuée les dimanches et jours fériés pour les agents techniques de l'EHPAD. Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d'appartenance de l'agent. La majoration est attribuée après service fait. Les indemnités versées ne peuvent conduire à dépasser des plafonds fixés par les arrêtés d'application du décret numéro 2014-513 pour les différents corps de référence de la fonction publique d'État. L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, mais également aux agents contractuels. Il est donc proposé de réévaluer la majoration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le fameux RISEP, pour les agents techniques travaillant le dimanche et les jours fériés dans les conditions indiquées ci-dessus, et ce, à compter du 1er novembre 2024. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on passe à la délibération numéro 10, qui est la réévaluation des indemnités pour le travail de nuit dans la filière médico-sociale. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de verser une indemnité horaire pour travail de nuit aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et agents contractuels au sein de l'EHPAD qui assurent totalement ou partiellement leur service dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre 21 h et 6 h. Pour les fonctionnaires, le montant de l'indemnité horaire pour travail de nuit est égal à 25% de la somme du traitement indiciaire brut pris en compte pour leur valeur annualisée applicable à chaque agent au moment de l'exécution des travaux de nuit, divisé par 1820
à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Pour les agents contractuels, le montant de l'indemnité est calculé dans des conditions fixées pour les fonctionnaires. L'assiette prise en compte pour ce calcul est constituée de la rémunération prévue à l'article 1-2 du décret du 15 février 1988, susvisée à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité. Les personnels pouvant bénéficier de l'IHTN au sein de l'établissement sont les suivants: cadres de santé, infirmiers et techniciens paramédicaux, puéricultrices, cadres de santé, infirmiers, puéricultrices, techniciens paramédicaux exerçant des activités de rééducation, pédicure, podologue, masseur kinésithérapeute, diététicien, psychomotricien, orthophoniste, ergothérapeute, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins, agents sociaux. L'indemnité est cumulable avec le RIFZEP. Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er novembre 2024. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Mme Chabab. Les AMP sont également concernés par cette... Parce que je ne vois pas AMP, à moins que ce soit des auxiliaires de soins, je ne sais pas. Non. Ouais, mais... et de fonction, mais donc ceux qui sont ceux qui sont diplômés d'AMP occupent le poste souvent d'auxiliaire de soins. Ils peuvent, d'accord. C'était juste ma question, en fait. Tout le monde, sauf les agents d'entretien, si je comprends bien. C'est bien ça. Tout le monde, sauf les agents d'entretien. OK. En fait, c'est ça. Ouais. Ouais, OK. Oui. Voilà. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On passe au point numéro 11, à la création des postes non permanents pour accroissement temporaire d'activité. Nathalie. Alors, oui, Monsieur le maire expose à l'Assemblée la nécessité, lors d'accroissement d'activité des services, de pouvoir recruter 2 gestionnaires administratifs et ou comptables et ou chargés de communication pour assurer la rédaction et le suivi d'actes administratifs, comptables liés à l'activité du service auquel l'agent sera affecté. Ils pourront également contribuer à l'élaboration et à la réalisation d'actions diverses, communication, animation, développement économique, social, culturel et sportif. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de créer ces 2 postes non permanents pour le grade de rédacteur à temps non complet à hauteur de 28 heures par semaine et de l'autoriser à recruter 2 agents contractuels pour une période de 12 mois maximum, consécutive de 18 mois, renouvellement compris à compter du 1er novembre 2024. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est le droit. S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. La 12e délibération, c'est le recrutement d'agents recenseurs pour l'année 2025. Considérant qu'il appartient à la commune d'embaucher les agents chargés des opérations de l'enquête famille associée à la collecte du recensement rénové de la population 2025 et de fixer les modalités de rémunération, Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder à l'embauche de 5 agents recenseurs pour une durée déterminée du 16 janvier au 22 février 2025. Ceux-ci seront placés sous l'autorité administrative conjointe du coordonnateur et des coordonnatrices adjointes désignées par Monsieur le maire et percevront chacun un salaire net de 1 100 € pour une collecte menée à son terme. Cette rémunération ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est une délibération qu'on passe chaque année. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on passe à la sélection du lauréat du concours de maîtrise d'œuvre relatif à la rénovation et l'extension du gymnase du Nord-Dover. Dans le cadre du projet de rénovation et extension du gymnase du Nord-Dover, estimé à 4 250 000 € hors taxes, un concours restreint de maîtrise d'œuvre a été lancé le 25 avril 2024, conformément aux dispositions du Code de la commande publique.
Les membres du jury se sont réunis en mairie le 11 juin 2024 afin d'examiner et de formuler leur avis sur les 16 candidatures remises dans le cadre du concours restreint de maîtrise d'œuvre relatif à la rénovation et extension du gymnase. Suite à l'examen des références présentées et sur avis de la commission de jury, les 3 équipes suivantes ont été proposées. Soquel Architecte de Dunkerque, Bureau Phase B de Lille et Anaa Architecte de Lille. Les 3 équipes ont remis leur pli de façon électronique via la plateforme de dématérialisation des marchés. Le secrétariat du concours a procédé à la vérification du respect de l'anonymisation des projets des 3 candidats. Les documents graphiques constituant le projet rigide ont été déposés comme récépissés enregistrés via un code couleur apposé sur les plis, rouge, jaune et bleu, puis jugés sur la base des critères suivants par ordre hiérarchique décroissant. Le critère architectural, le critère coût, le critère démarche de développement durable et le critère délai. Sur avis de la commission du jury réuni le 7 octobre 2024, je vous propose de retenir le projet rouge, soit l'équipe lauréate suivante classée en première position selon les critères énoncés supra. Mandataire bureau phase B avec les co-traitants EVP Ingénierie, Energelio, ETBE Ingénierie Alternative, cabinet Gesquière-Dierix et Energelio. Je propose également à l'Assemblée de verser la prime dans son intégralité aux 2 autres équipes au vu de la qualité des projets remis. Le montant de la prime avait été voté et validé par le Conseil municipal en date du 21 février 2024 pour un montant de 16 200 € hors taxe pour chaque candidat. Conformément aux dispositions de l'article R2122.6 du Code de la commande publique, un marché négocié sera conclu avec cette équipe. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur l'avancée de ce projet ? Madame Chabab ? Par rapport au délai, parce que le critère délai a été également noté, l'équipe gagnante, là, le projet rouge, la deadline, quelle est la deadline ? Vous ne savez plus ? C'est 15 mois, donc c'est 15 mois de travaux, donc c'est fin 2026. C'est courant 2026, okay. Pas avant. Et 9 mois d'études, ouais, 15 mois de travaux, donc c'est 2 ans. Mais les 3 étaient dans les délais sur le papier. D'accord, ouais, sur le papier. Personne n'annonce qu'il sera hors délai. C'est clair. Après, on sait très bien comment ça fonctionne en réalité. Il y a les aléas de chantier. Mais on leur met la pression. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole pour ce beau projet qui est aussi fait en relation avec l'équipe éducative du lycée du Nord-Dover, avec la région qui nous a attribué une subvention sur ce projet, et aussi avec le club résident qui est l'OGS Handball, et aussi les services de la ville qui occupent aussi l'espace. Et vraiment l'idée c'est de refaire l'ensemble au point de vue énergétique et aussi confort de la salle principale, mais d'y adjoindre des salles supplémentaires. On aura l'occasion de vous présenter le projet avec une extension sur la partie arrière qui était jusqu'ici inoccupée. Ça aidera le lycée du Nord-Dover parce qu'il y aura 2 salles supplémentaires pour l'exécution de la musculation et aussi de la gymnastique ou d'autres activités sportives, et avec un hall renforcé et un parking adjacent qui sera aussi sur l'arrière du bâtiment. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole sur ce beau projet, je vous propose de passer au vote. Ça me permet aussi de remercier l'ensemble des équipes de la ville parce que monter ce genre de dossier, c'est pas facile. Alors ça va pas être facile de le suivre parce que c'est des gros dossiers, mais c'est pas facile pour les services techniques, pour les marchés, pour le service des sports, pour l'ensemble. Et je tiens à les remercier parce que ça a été très bien mené. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe à l'urbanisme, affaires foncières et immobilières, et je propose que Albert puisse présenter les points 1 et 2 concomitamment, puisque c'est la désaffectation et le déclassement de la parcelle AW 317P. Albert pour la 1 et la 2. Alors, Monsieur le maire expose à l'Assemblée que la tour Rubens, propriété de Partenaire Habitat, va faire l'objet de travaux de réhabilitation et résidentialisation de grande ampleur dans les mois à venir. La résidentialisation de cette tour va être l'occasion de travaux d'aménagement extérieur aux abords de la dite tour. La zone concernée par les futurs aménagements est aujourd'hui un pourtour d'espace vert appartenant à la ville de Grande-Synthe, parcelle cadastrée AW 317. Après passage de cabinet du géomètre, il s'avère que le projet développé par Partenaire Habitat
nécessite une emprise de 459 m² sur la parcelle cadastrée AW317. Préalablement à toute cession, il est nécessaire de procéder à la désaffectation d'une partie de la parcelle AW317, cet espace étant aujourd'hui un espace vert affecté au public. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Alors, déclassement de la parcelle donc cadastrée AW317P. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que la tour Rubens, propriété de Partenaire Habitat, va faire l'objet de travaux de réhabilitation et de résidentialisation de grande ampleur dans les mois à venir. La résidentialisation de cette tour va être l'occasion de travaux d'aménagement extérieur aux abords de ladite tour. La zone concernée par les futurs aménagements est aujourd'hui un pourtour d'espace vert appartenant à la ville de Grande-Synthe, parcelle cadastrée AW317. Après passage du cabinet de géomètre, il s'avère que le projet développé par Partenaire Habitat nécessite une emprise de 459 m² sur la parcelle cadastrée AW317. Préalablement à toute cession, il est nécessaire de procéder au déclassement d'une partie de la parcelle AW317, et ce afin de l'intégrer au domaine privé de la ville. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de prise de parole pour les points 1 et 2 ? Madame Chabab. C'est une démarche obligatoire puisqu'un bien public est inaliénable et imprescriptible. Monsieur Ria, sortez de ce corps. Monsieur Ria, sortez de ce corps. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes pour la une, donc pour la désaffectation de la parcelle, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Pour le point 2, qui est le déclassement de la parcelle, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Albert, je te laisse la parole pour les points 3 et 4, puisque c'est la désaffectation et le déclassement de la parcelle BA 691P. Alors, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que dans le cadre du NPNRU, en place sur le secteur de l'îlot des Peintres, Partenaire Habitat a pour projet de reconstruire 2 ensembles de logements donnant sur la rue David et l'angle de la rue Séraphine Nouy. Partenaire Habitat est propriétaire de la parcelle BA 431, mais une partie de son projet se trouvera implantée sur la parcelle cadastrée BA 691, actuellement propriété de la ville. Après passage du cabinet de géomètre, il s'avère que le projet développé par Partenaire Habitat nécessite une emprise de 6294 m² sur la parcelle cadastrée BA 691. Préalablement à toute cession, il est nécessaire de procéder à la désaffectation d'une partie de la parcelle BA 691. Cet espace étant aujourd'hui un espace vert affecté au public, il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Déclassement donc de la parcelle cadastrée BA 691P. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que dans le cadre du NPNRU, en place sur le secteur de l'îlot des Plaintes, Partenaire Habitat a pour projet de reconstruire 2 ensembles de logements donnant sur la rue David et l'angle de la rue Séraphine Nouy. Partenaire Habitat est propriétaire de la parcelle BA 431, mais une partie de son projet se retrouvera implantée sur la parcelle cadastrée BA 691, actuellement propriété de la ville. Après passage du cabinet de géomètre, il s'avère que le projet développé par Partenaire Habitat nécessite une emprise de 6294 m² sur la parcelle cadastrée BA 691. Préalablement à toute cession, il est nécessaire de procéder au déclassement d'une partie de la parcelle BA 691 afin d'intégrer cet espace dans le domaine privé de la commune. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Albert. Pour les points 3 et 4, y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est sur le secteur, vous l'avez compris, îlot des Peintres, où 174 logements vont voir le jour. Et là, c'est la première phase des 60 premiers logements qui sont construits par Partenaire. Et le jury de concours, d'ailleurs, a été mis en place et il a rendu ses conclusions il y a à peu près un mois ou 2. Donc, c'est des travaux qui devraient commencer l'année prochaine sur cette première phase. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur le point numéro 3, qui est la désaffectation de la parcelle. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Et sur le point numéro 4, qui est le déclassement de la parcelle, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point 5 et 6, qui est la désaffectation et le déclassement des parcelles AM40, AM93, AM94 et AM51P, Albert. 5 et 6. Alors, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Synthe est propriétaire des parcelles cadastrées AM40, AM93, AM94, 6 à Grande-Synthe, lieu dit Boomstraat, et de la parcelle cadastrée AM51, 6 à Grande-Synthe, chemin du Rose-Boomstraat. Excusez-moi pour la prononciation. Afin de permettre la
concrétisation d'un projet de création d'un nouveau poste électrique ayant pour vocation le développement du réseau électrique dunkerquois. Un opérateur sollicite l'acquisition des parcelles cadastrées AM40 pour 354 m², AM93 pour 1769 m², AM94 pour 325 m² et AM51 pour 26 750 m², superficie estimée, soit une superficie totale estimée de 29 198 m². Préalablement à toute cession, Monsieur le maire propose de procéder à la désaffectation des parcelles cadastrées AM40, AM93, AM94 et AM51P, qui sont aujourd'hui des espaces implantés sur le domaine public de la collectivité. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Et ensuite, déclassement donc des parcelles cadastrées AM40, AM93, AM94 et AM51P. Suite à la délibération précédente, Monsieur le maire indique qu'il est nécessaire de procéder au déclassement des parcelles AM40, AM93, AM94, AM51P afin qu'elles perdent le caractère de domaine public. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, donc on va passer au vote pour la délibération numéro 5 sur la désaffectation des parcelles cadastrées AM40, AM93, AM94 et AM51P. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour le point numéro 6, déclassement des parcelles cadastrées AM40, AM93, AM94, AM51P. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On passe au point 7, qui est un déclassement des parcelles cadastré BH210P et BH544P. Donc, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Sainte est propriétaire de la parcelle BH210 et de la parcelle BH544, 6 à Grande-Sainte, avenue du Baroque. Il s'avère que, dans les faits, les arrières des jardins des logements situés du 1 au 7 rue du Moulin en de Marque sont implantés sur une partie de ces deux parcelles. Il conviendrait de rétablir la situation administrative de ces parcelles appartenant au domaine public de la collectivité, mais occupées à titre exclusif par des propriétaires privés. Après échange avec les 4 propriétaires concernés, ces derniers ont accepté le principe d'acquérir chacun l'espace de leur jardin implanté sur les parcelles de la ville et devenir ainsi pleinement propriétaires des jardins de leurs habitants respectifs. À cette fin, il conviendrait de procéder au déclassement des parties des parcelles BH210 et BH544 qui correspondent dans les faits et aux jardins des habitations des 1 à 7 de la rue du Moulin en de Marque. Monsieur le maire propose le déclassement des parcelles BH210P et BH544P telles que figurant au plan en pièces jointes. La superficie totale estimée du déclassement est de 440 m², superficie qui sera établie de manière précise à l'issue des prestations du géomètre. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Albert, pardon, j'ai du mal à parler ce soir. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce point numéro 7? On l'avait déjà fait, rue Roussel, c'est en fin de compte une régularisation cadastrale. C'est une régularisation. Parce qu'à l'époque, les haies ou les barrières n'ont pas été mises au bon endroit, et là, comme on revoit un petit peu tout ça, ça permet d'être dans la légalité. C'est l'endroit où derrière il y a la régie, c'est ça? Il y a la régie pas loin, il me semble. Oui, c'est possible. Oui, c'est ça. Et en fait, là, c'est le déclassement, donc il n'y a pas de désaffectation. C'est déclassement pour permettre la vente. Il n'y a pas de changement de nature, donc c'est le déclassement. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La vente des parcelles cadastrées AZ 753 et AZ 755. Donc, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Sainte est propriétaire des parcelles cadastrées AZ 753 et AZ 755, 6 à Grande-Sainte, respectivement avenue Hubert du Bedou et rue Pierre-Loti. Suite à des divisions parcellaires, la parcelle AZ 753 est issue de la parcelle mère AZ 626 et la parcelle AZ 755 est issue de la parcelle mère AZ 627. Partenaire Habitat sollicite l'acquisition des parcelles cadastrées AZ 753 et AZ 755 pour 3015 m². L'objectif évoqué dans le cadre de ce dossier est de développer un projet immobilier, logement et activités de services médicaux et ou paramédicaux. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de vendre les parcelles cadastrées AZ 753 et AZ 755, 6 à Grande-Sainte, avenue Hubert du Bedou et rue Pierre-Loti, au prix estimé par les domaines, à savoir 30 € le mètre carré. Les frais d'acte notariés seront à la charge de l'acquéreur. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération.
Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la délibération? C'est le projet avenue Pierre-Loti qui est corollaire à la démolition des Miss en bout de Courgain. Donc Partenor avance. On a un peu de mal au démarrage, mais ils avancent. On devrait bientôt pouvoir voir sortir ces 28 logements et aussi les surfaces dédiées aux praticiens en partie basse. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Et on passe au point numéro 9, qui est la vente de la parcelle cadastrée BH 383. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Synthe est propriétaire de la parcelle cadastrée BH 383, 6 à Grande-Synthe, avenue du Baroque. La SAS Novalis sollicite l'acquisition de la parcelle cadastrée BH 383 d'une contenance de 2004 m². L'objectif de cette acquisition est de développer un projet immobilier logement. Le service des domaines a estimé le prix de vente à 150 € du m², avec une marge d'appréciation de 15%, soit 172,50 € du m², prix maximal de cession. La SAS Novalis a fait une offre d'achat à la ville à hauteur de 410 000 €. Cette proposition est supérieure à l'estimation des domaines. L'avis étant indicatif, la collectivité peut procéder à une cession en retenant un prix plus élevé que l'estimation réalisée par le service des domaines. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de vendre à la SAS Novalis la parcelle cadastrée BH 383, 6 avenue du Baroque, au prix de 410 000 €, conformément à l'offre faite à la commune. Les frais d'acte notariés seront à la charge de l'acquéreur. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Pareil, c'est un beau projet qui est sur l'angle de la rue en face du lycée. Il y avait une indivision, il y avait un logement privé avec du terrain. Il y avait derrière un terrain appartement à la CUD. Ils sont venus nous présenter un projet sur le terrain de l'indivision qu'ils avaient racheté sur celui de la CUD. Et nous, on leur a dit qu'on avait la continuité du terrain. Ça leur permet de faire 19 logements en plus et de faire une belle entité sur ce coin-là où il y aura en tout, donc, du coup, si je ne me trompe pas, 79 logements. Et on a demandé justement qu'ils travaillent aussi sur des logements T2, T3, parce que c'est ce dont on a besoin pour notre population. On est un peu en manque de T2 et de T3. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur cette délibération de numéro 9 de la vente de la parcelle cadastrée BH 383. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point numéro 10, Sylvain, la modification de la liste des logements de fonction. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire propose d'apporter des modifications à la liste des logements telle qu'elle a été fixée par délibération du 13 octobre 2020. Il est proposé de retirer le logement de la Maison de la Citoyenneté de la liste des concessions de logements par nécessité absolue de service. Des modifications d'organisation du bâtiment ne rendent plus nécessaire aujourd'hui la présence d'un gardien. Il est également proposé de passer le logement de l'espace jeune de l'Albec en concession de logement par nécessité absolue de service. Cet équipement va connaître un redéploiement des activités qu'il abrite et qui vont conditionner la nécessité d'une présence permanente d'un gardien. Vous trouverez la liste des logements dans la délibération. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, ça me permet de saluer la concierge de la Maison de la Citoyenneté qui profite de sa retraite. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Et on retrouve pour la délibération numéro 11, Albert Dacosta pour la convention de servitude des parcelles cadastrées BA 557 et BA 329. On t'a laissé un peu respirer, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai vu, c'est gentil. Merci, Sylvain. Et ce serait bien que Partenor achète au même prix que Novalis, ce serait pas mal. Enfin, trêve de plaisanterie. Donc, dans le cadre des travaux d'amélioration de la qualité de dessert de l'alimentation du réseau électrique de distribution publique, les parcelles cadastrées BA 557 et BA 329, 6 à Grande-Synthe, rue de Turenne, appartenant à la ville, se situent sur le tracé des travaux. Afin de permettre à Enedis de réaliser les travaux sur les parcelles cadastrées BA 557 et BA 329, et conformément au droit conféré aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité, il convient de consentir à Enedis des droits de servitude sur le tracé des ouvrages prévus. L'objet de cette demande de travaux est
et le renouvellement d'un départ électrique au réseau de distribution d'énergie électrique basse tension souterrain. À cette fin, il est nécessaire de conclure une convention entre Enedis et la ville de Grande-Synthe, l'autorisant à effectuer les travaux prévus qui seront destinés à satisfaire les besoins du service public de distribution d'électricité. Au titre de l'intangibilité des ouvrages, cette convention de servitude sera consentie en contrepartie d'une indemnité unique et forfaitaire de 125 € au bénéfice de la ville, pour la durée des ouvrages et ceux qui pourraient leur être substitués. L'indemnité ne sera versée qu'après la régularisation de la convention de servitude par acte notarié. Monsieur le maire propose de signer une convention de servitude au profit d'Enedis pour les parcelles BA 557 et BA 329 pour la durée des ouvrages et de ceux qui pourraient leur être substitués. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Albert. Tu vois, on fait des efforts, on va récupérer 125 €. Mais tu sais que pour Partenord, c'est déjà bien de pouvoir les vendre parce que souvent dans les négociations, c'est soit à titre gracieux ou sur bail amphithéotique. Et là, on est vraiment sur une cession. Donc les services ont bien défendu le projet aussi. Je les en remercie. Sur la délibération numéro 11, la convention de servitude des parcelles cadastrées BA 557 et BA 329, y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 12, c'est le rapport annuel du mandataire SPAD pour l'année 2023. Nicolas. Merci, monsieur le maire. Lors de la séance du conseil municipal du 10 juin 2020, l'Assemblée délibérante a désigné un représentant de la ville au sein de la Société publique de l'agglomération dunkerquoise, SPAD, ainsi qu'un suppléant. Cette désignation est liée au fait que la ville de Grande-Synthe soit actionnaire de la SPAD. Conformément aux dispositions de la loi 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3.2S, et du décret numéro 2022-1406 du 4 novembre 2022, l'élu mandataire doit présenter à l'Assemblée délibérante le rapport annuel de la SPAD. Sur la base de l'article L41524-5 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante doit se prononcer après débat sur le rapport écrit que la SPAD lui communique annuellement. Il est demandé à l'Assemblée délibérante de prendre acte de la communication du rapport annuel 2023 du mandataire transmis par la Société publique de l'agglomération dunkerquoise. Merci Nicolas. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, s'agissant d'un rapport annuel du mandataire, une présentation que vous avez eue, il n'y a pas de vote sur ce point. On passe au contrat marché avec l'état récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 2 mai 2024. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Et là, je pense qu'il n'y a pas de vote non plus. Je ne sais jamais celui-là. Donc pareil, c'est présenté, il n'y a pas de vote. Ouais, celui-là, j'ai du mal avec celui-là. On passe à la programmation avec l'adhésion au réseau français des Fab Labs. Michel Latab. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que le Fab Lab du campus de la Réussite pourra être étoffé grâce au budget voté pour le projet Microfolie. Pour rappel, Microfolie désigne d'abord un musée numérique, mais aussi un espace de réalité virtuelle, un Fab Lab, voire d'autres outils. Il reste maintenant à faire vivre ce Fab Lab. Monsieur le maire estime que l'adhésion à un réseau reconnu permettra de tenir compte des réussites et des échecs des prédécesseurs. Monsieur le maire propose adhésion au réseau français des Fab Labs. Le Fab Lab est une association dans laquelle se rassemblent Fab Lab et Espace du Fer, les usagers de ces lieux, toutes les personnes morales et physiques intéressées par ces dynamiques et les porteurs de projets de Fab Lab et d'Espace du Fer. Le coût annuel de cette adhésion est de 100 €. L'adhésion au réseau français des Fab Labs permettra de bénéficier d'un réseau, participer à des groupes de travail et des événements nationaux, accéder à des ressources pédagogiques pour animer le Fab Lab. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Michel. Y a-t-il des demandes de prise de parole? On aura l'occasion de lancer les microfolies durant les journées du numérique, les 7, 8 et 9 novembre. Alors, je ne sais plus c'est quel jour, mais on lancera les microfolies durant cette période-là. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, on est plutôt sur l'adhésion au réseau français des Fab Labs. Vous avez vu, pour 100 €, et ça nous permet de faire partie d'un réseau et d'avoir leur expertise et aussi leur retour sur expérience. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 2, qui est la demande de refinancement au programme TETRA
Et je passe la parole à Madame Karima Twil. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du programme TETRA, la Fondation Carasso a décidé de proposer un nouveau financement de 20 000 € pour les territoires qu'elle soutient, qu'elle considère comme ses ambassadeurs, et ce financement s'inscrit dans ce qui est dénommé enveloppe ambassadeur TETRA 2024. L'objectif de ce financement est de diffuser et de communiquer sur les initiatives réalisées par les territoires TETRA, et cela afin de leur donner plus de visibilité et d'impact. Ce soutien vient compléter deux premiers financements. Celui de 270 000 € dans un premier temps et celui de 163 000 € portant ainsi les subventions accordées par la Fondation Carasso à la ville de Grande-Synthe à hauteur de 453 000 € sur la période 2020-2024. Ce soutien nous a été accordé par courrier en date du 25 juillet dernier. L'octroi de ce financement était conditionné par la présentation de nouvelles actions validées par la Fondation. La mise en place d'une journée d'études sur la sécurité sociale de l'alimentation, l'impression et la diffusion des livrables, fiches pratiques, du graphiste déjà engagé dans la mise en valeur de la transition agroécologique et alimentaire de la ville, et la proposition d'un reportage dessiné sur les projets de solidarité alimentaire qui pourraient être édités au format BD. Le budget prévisionnel se répartit comme suit. 1 500 € pour la journée d'études, incluant une prestation de restauration et de défraiement des intervenants. 3 500 € pour l'impression et la diffusion des livrables. 15 000 € pour le reportage dessiné, prenant en charge une prestation des dessinateurs et dessinatrices, ainsi que l'impression d'un livret et de planches d'exposition. La Fondation Carasso impose que ces actions soient engagées ou réalisées avant la fin de l'année 2024. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Karima. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Chabab. On va réussir à respecter les engagements parce qu'ils écrivent en juillet en disant qu'il faut faire avant fin 2024. Ça va être possible? Vous avez déjà... Il a déjà avancé. Karima, ton micro, il n'est pas allumé. Alors, pour le graphiste, l'action est déjà engagée. Et pour le documentaire dessiné, on vient aujourd'hui d'avoir une réunion. Donc là aussi, l'action est déjà engagée. Je pense qu'on sera dans le délai exigé. Ouais, l'idée, c'est de ne pas perdre des financements. Disons que, et je remercie les services et Karima et William, parce qu'il est partant aussi là-dessus, sur l'implication, parce que c'est vrai que c'est bien d'être suivi par Carasso, mais la volonté politique, elle est la nôtre. Donc c'est vrai qu'on est très engagé sur la justice alimentaire et l'écologie, moi j'aime bien l'appeler sociale et populaire. Et c'est vraiment cette démarche-là. D'ailleurs, on avance bien aussi. Alors, comme il y a tellement d'idées, c'est un peu compliqué, mais sur la MAD, la maison d'alimentation, la ferme Butin, on a la programmiste qui est en train de travailler sur le projet. Donc, on avance bien vraiment dans cette politique de justice alimentaire et de proximité, et pour vraiment d'inclusion pour l'ensemble des habitants. Et on peut se réjouir que Carasso, TETRA, donc dans le cadre du programme TETRA, nous suivent de façon aussi importante, parce qu'ils ont bien aussi compris la dynamique sur Grande-Synthe et aussi l'engagement politique que tu représentes, Karima, avec eux, parce qu'il y a souvent des rencontres, des points d'étape, et aussi des retours d'expérience, parce que c'est important aussi ce retour d'expérience. Je sais que tu as été encore dernièrement sur une conférence, m'a un peu expliqué la philosophie grand-saintoise, mais aussi l'exécution du projet, parce que la philosophie est une chose et l'exécution en est une autre. Et c'est vrai qu'on avance bien sur ces projets-là, qui sont compliqués parce que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de vision, c'est un changement de société sur lequel il faut aller à petits pas.
Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Karima. Voilà. Alors justement, la mise en récit sert à inscrire des projets et ces actions politiques tout à la fois dans une trame et dans l'histoire se faisant de la commune et du citoyen, lequel est bien évidemment acteur de, comment dirais-je, de cette justice alimentaire, parce qu'elle présuppose l'émancipation et l'adhésion à ces projets. Mais cette mise en récit s'inscrit également dans l'effort de transmission et de durabilité d'action au-delà des équipes, etc., au moment et sur place. Il faut une appropriation citoyenne et collective pour que ça fonctionne, en clair. Ouais, il faut forcément travailler sur l'acculturation de nos populations aussi. Et c'est aussi sur du pragmatisme, parce que le b.a.-ba, c'est quoi? C'est de dire qu'on peut manger de façon saine, de proximité, pour moins cher que dans les circuits traditionnels. Et après, il y aura un gros travail qui commence à être mené sur la transformation des produits, sur la saisonnabilité, sur les circuits de distribution. Il y a forcément aussi comment on peut... Je vois, il y a une association qui vient de se monter justement tous les jeudis à l'Avant-Made pour justement des produits du maraîchage bio et pas que, parce qu'il y a aussi des pâtes et autres. Mais on a tous envie d'y aller, mais il faut que ça soit simplifié, qu'il faut qu'on puisse faire reprendre qu'une commande, qu'on aille le chercher. Et c'est vrai que ce n'est pas des prix qui sont plus chers que dans le commerce pour des aliments de qualité et meilleurs pour la santé. Donc il y a un gros travail à petits pas. Si je puis me permettre, ces démarches, elles sont plus ou moins généralisées dans la restauration scolaire. On fait du circuit court, on va chercher du bio, on va chercher chez le producteur local et c'est pas plus cher que si on achetait en gros à des kilomètres. Donc ouais, cette démarche, ouais, il faut l'élargir au maximum et que les habitants aussi puissent s'approprier ces enjeux qui sont majeurs parce qu'ils ont vraiment un impact sur la santé. On a encore des pistes d'amélioration. Et une des pistes de l'amélioration sur lesquelles on va travailler, j'ai demandé au service d'y travailler, c'est sur les marchés publics. Et j'ai demandé justement à Nicolas qu'on puisse se rencontrer avec les intervenants assez rapidement, parce que c'est l'allotissement. Parce que nous, par exemple, qui est au Centre de culture populaire, si on fait un lot de fruits et légumes, si dans le lot il y a des bananes, quelqu'un de proximité ne peut pas répondre au lot complet. Donc il faut allotir. Alors c'est un gros boulot parce qu'il faut saucissonner les marchés, ce qui est légal, tout à fait légal, mais il y a un gros boulot aussi au sein de nos services marchés et de voir comment on peut améliorer l'ouverture des marchés aux maraîchers de proximité qui sont eux sur une saisonnabilité et qui vont jamais nous faire des noix de coco ou des bananes. Donc c'est une culture à mettre en place. Vas-y Benoît. Oui, juste en complément, bien souvent, ça profite aussi à l'économie sociale et solidaire locale. Et c'est là tout l'enjeu aussi de cette démarche. On est vraiment sur du circuit court, l'économie circulaire, et ça profite et ça crée des emplois sur notre territoire. Et c'est ça qui est important. Donc on a vraiment un regard sur cette dynamique-là, ESS, marché, allotissement, etc. Si vous permettez, donc j'ajouterais ce qui souligne la dimension politique de l'alimentation, et c'est comme tu viens de le dire, Benoît, la nécessité, à propos de l'alimentation, d'un travail en transversalité de l'ensemble des services, parce qu'il en va de la justice et de la lutte contre les inégalités. Et l'inégalité la plus scandaleuse, c'est devant l'accessibilité à l'alimentation. D'ailleurs, on est en train de travailler, sans rien dévoiler, sur un projet justement d'économie sociale et solidaire avec des partenaires qui pourraient regrouper 2 ou 3 thématiques qu'on essaie de centraliser pour que ça soit plus en proximité avec nos habitants. Donc là, on est en train de bosser aussi sur ce dossier-là parce que, comme tu l'as fort justement dit, c'est autant on doit travailler sur l'allotissement, autant on doit travailler sur un projet global. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Mais on a un projet global à mener parce que sur l'économie sociale et solidaire, je vais prendre l'exemple juste de ce qui est en train de se mettre en place avec la maison de l'initiative et le Digital Factory. L'idée, c'est quoi? C'est de récupérer des anciens PC, enfin des PC d'entreprise qui sont encore en bon état mais qui sont changés parce qu'ils changent dans leur plan d'investissement peut-être tous les 3 ans et 5 ans. C'est de les reconditionner, de les mettre à disposition, n'est-ce pas Nico, après aux habitants ou aux demandeurs d'emploi pour qu'ils aient aussi un accès à l'outil informatique.
Donc tout ça, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de société, mais je pense qu'en l'accompagnant de manière intelligente, avec des moyens et des lieux dédiés, on a possibilité de faire des choses. On l'a fait avec les vélos pour la prime vélo. Il y a une prime vélo à Grande-Synthe. Peut-être qu'on aurait d'ailleurs dû le faire plus sur du vélo d'occasion que sur du vélo neuf. Parce que quand on veut de l'économie circulaire, acheter du neuf, c'est peut-être pas toujours nécessaire. Là, sur l'informatique, on met en place justement cette économie sociale et solidaire et cette économie circulaire pour que ce qui est encore en bon état, qui peut être revisité et reconditionné, puisse être proposé à nos populations. Donc on est en train de travailler sur un projet quand même intéressant à ce niveau-là aussi. Aussi une manière de lutter contre l'obsolescence programmée, parce que voilà, quand on voit qu'il y a des entreprises et même les collectivités, on change de PC tous les 3 ans, c'est vrai qu'on peut se questionner. Et sur la réparation de vélos, même s'il y a une prime à l'acquisition de vélos neufs, on peut tout de même instaurer aussi cette démarche de seconde vie qui est aussi essentielle. Alors on est passé de tétra à l'économie sociale et solidaire, mais c'est dans la politique globale, c'est pas totalement déconnecté. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur cette demande de refinancement du programme Tétra pour un montant de 20 000 €. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à un sujet pragmatique aussi, qui fait partie aussi de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire, avec la vente aux enchères publiques de matériel communal. Bernard. Merci, monsieur le maire. La commune est propriétaire de nombreux objets ou matériel vétuste et remplacé non affecté à un usage public. La commune met au rebut des matériels des divers et variés. Dans un souci de recherche de cette recette supplémentaire et afin d'assurer une vente de toute transparence, la commune souhaite rendre accessible à tous les ventes de la collectivité par le biais de la vente aux enchères sur un site dédié. Il existe donc la possibilité de céder ces matériels par l'intermédiaire d'un site internet de vente aux enchères spécialisé pour le matériel des collectivités locales. Il convient de préciser que l'offre est ouverte à tous. Les prix de départ des articles sont fixés par la commune et dépendent principalement du prix d'achat de la décote et de l'État. Le matériel enrichisseur recevra un courrier lui précisant les modalités de paiement et de retrait du matériel acheté qui est à la charge de l'acheteur. Le matériel réformé est susceptible de porter notamment sur les familles suivantes: matériel des espaces verts, matériel de cuisine, matériel informatique, mobilier administratif ou scolaire, outillage, véhicule. Le matériel sera retiré sur place par l'acquéreur et sera vendu en l'état. Après renseignements pris par les différentes plateformes d'enchères en ligne, il est préconisé de retenir la plateforme Agorastore. Le contrat proposé par la société prévoit un droit d'abonnement de 400 € hors taxe pour 1 an. L'adhésion est valable pour une durée d'1 an, renouvelable par tactile reconduction, sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans. La société ne prend aucune commission au moment des ventes. La société assure une personnalisation de la vitrine mise en page, ainsi que les démarches administratives, déclaration à la CNIL, déclaration des cessions à NTS. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur ces délibérations. Y a-t-il des demandes de prise de parole? On parlait de deuxième vie. Voilà, on y est. On y est complètement. Et puis en plus, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de petites communes qui n'ont vraiment pas les moyens d'acheter du neuf parce que c'est extrêmement cher et ça peut vraiment aider des petites collectivités. Donc c'est une belle démarche. Nous, les premiers, on l'a fait avec... On a subi l'incendie des services techniques, donc on a renouvelé une grosse partie de notre flotte. On n'a pas acheté de véhicules neufs, on n'a pas fait de location longue durée, on a acheté des véhicules aux enchères publiques. Pourquoi? Parce qu'un véhicule d'une collectivité comme la nôtre, au bout de 10 ans, il a 30 000 km.
C'est à peu près ça, parce qu'ils tournent intramuros, sauf pour certains véhicules qui vont un peu plus loin, mais la plupart des véhicules tournent intramuros. Donc on a préféré acheter des véhicules en bon état aux enchères publiques. On a, nous, un garage qui est très performant à Grande-Sainte, donc ils ont fait la révision de chaque véhicule et ils les suivent. Et des véhicules qui ont 80 ou 90 000 km, dans 10 ans, ils auront 120 ou 130 000 km chez nous. Donc là aussi, ça permet d'acheter du matériel moins cher. Cet engagement avec Agorastor, ça n'empêche pas de continuer ce qu'on met en place. On a beaucoup aussi, nous, régulièrement, on fait des dons à des petites communes. Je pense la dernière fois, lorsque ça s'est fait, une des dernières fois, c'est sur des mâts d'éclairage. Quand on change les mâts d'éclairage, plutôt que de les ferrailler, des fois, quand on a une demande d'une petite commune, on leur donne du matériel. Des livres réformés de la médiathèque. On a donné d'ailleurs un lot de livres à une bibliothèque d'un village des Flandres. Alors, on n'en fait pas communication extraordinaire ni rien, mais ces bonnes pratiques se font déjà. Maintenant, certains matériels spécifiques, si effectivement on peut les vendre et on peut en retirer quelques recettes, ce sera bien aussi. Mais ça n'obère pas, ça n'empêche pas le fait aussi qu'on a aussi des partenariats avec des communes sur lesquels on fait à titre gracieux des dons de matériel usagé pour nous. Voilà, donc c'est une autre fenêtre qui nous permet aussi de participer à l'effort collectif sur l'économie circulaire. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Donc sur la vente aux enchères de matériel communal et nous permettre d'adhérer à Agorastor. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Le fonds de concours auprès de la CUT pour le fonctionnement du CIE. Madame Karima Touil. Merci, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire sollicite un fonds de concours auprès de la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l'intervention financière de celle-ci pour le fonctionnement du centre d'initiation à l'environnement, conformément au programme de travail 2024. Le fonds de concours sollicité auprès de la communauté urbaine de Dunkerque pour la réalisation de ce programme s'élève à 21 841 €. Je demande à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Une délibération qu'on passe aussi chaque année. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. S'il n'y en a pas, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Et on va passer à la partie que vous attendez tous. C'est Benoît et les finances. L'admission en créance éteinte, mais je pense que tu veux faire une prise de parole. Je vais la faire juste après, peut-être, une créance éteinte sur la décision modificative du budget. Alors faisons l'admission en créance éteinte. Alors, monsieur le comptable public, responsable du service de gestion comptable de Dunkerque, a adressé dernièrement à la ville la liste reprenant un état récent des titres de recettes qui restent impayés à ce jour. La liste, pour un montant de 528,68 €, reprend des titres de recettes impayés suite à des dossiers de surendettement de particuliers. Des décisions de justice ont été rendues pour effacer ces dettes suite à des dossiers de surendettement. Cette décision de justice s'impose à la collectivité et s'oppose à toute action au recouvrement. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir admettre les créances éteintes pour un montant de 528,68 €. Pour le budget principal, les crédits nécessaires sont prévus au compte 6542 et d'opérer à la reprise des provisions pour un montant de 528,68 €. La recette sera imputée au compte 7817 du budget principal. Y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est un petit montant, c'est aussi grâce à l'intervention et l'excellence du suivi de la part de nos services auprès des familles. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur l'admission des créances éteintes. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la décision modificative numéro 2 du budget principal exercice 2024. Benoît. Alors avant de vous présenter cette modification de notre budget principal, je tiens à exprimer profondes inquiétudes concernant le projet de loi de finances 2025. Ce projet vise uniquement à réduire le déficit public, conséquence directe de cette année de Macronie. J'aurais été prêt à participer à cet effort collectif, tant à titre individuel qu'au nom de notre collectivité, si les mesures prises au cours de ces 7 années avaient réellement amélioré le quotidien de nos concitoyens. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Nous avons assisté à une réforme honteuse des retraites, à la chasse aux bénéficiaires des minima sociaux, sans considération pour leurs difficultés,
à des lois migratoires restrictives et à la destruction des services publics tels que l'éducation nationale et la fonction publique hospitalière. Voici en quelques mots la liste non exhaustive de la casse sociale organisée et subie. Aujourd'hui, l'État décide de s'en prendre aux fonctionnaires, aux retraités et même aux personnes en situation de handicap selon les dernières discussions à l'Assemblée nationale. En tant qu'élus locaux, nous sommes directement concernés par cette volonté de nuire aux collectivités locales qui sont pourtant souvent exemplaires en matière de gestion budgétaire. Déjà sous pression, en raison des nombreuses crises et des mesures non compensées par l'État, les collectivités locales devront contribuer à hauteur de 5 milliards d'euros. Cette contribution supplémentaire, estimée à plus de 10 millions d'euros sur notre territoire communautaire, aura forcément de lourdes conséquences sur notre économie locale et sur les services publics de proximité, pourtant si utiles, on l'avait vu encore lors de la crise sanitaire. Affaiblir les collectivités locales, c'est vouloir fragiliser le lien entre les réalités de nos concitoyens et les décisions politiques au sommet de l'État. À l'échelle de la ville de Grande-Synthe, le montant est estimé à 1,3 million. À moins que les données socio-économiques de notre population ne justifient une exonération, cette nouvelle taxation étatique nous mettra vraiment en difficulté. Je souhaite dire à notre Premier ministre qu'il manque cruellement de courage et qu'il existe pourtant d'autres alternatives budgétaires pour épargner les contribuables et les collectivités locales. Nous pouvons parler de l'ISF, de la taxe sur les transactions boursières ou encore de la lutte contre la fraude fiscale. Là aussi, la liste n'est pas exhaustive. Pour autant, la consultation avec les élus locaux que nous sommes serait sans aucun doute bien plus bénéfique et pragmatique pour le redressement des finances publiques nationales pour lesquelles nous ne sommes absolument pas responsables. Merci Benoît pour ce préambule. Je vais juste rajouter, je suis en train de regarder des chiffres que j'avais notés, sur une période très courte, les aides publiques au secteur privé ont été x3 sur une base 100, pendant que les dépenses de prestations sociales ont augmenté de 1,6. Et j'apprends en regardant mon téléphone que Bruno Le Maire va faire l'objet d'une commission d'enquête, ça a été annoncé en début d'après-midi, parce que jamais nos finances n'ont autant dérapé. Alors il est parti en Suisse, vous allez dire, donc il risque rien, il a peut-être... Mais quand même donner des leçons et laisser un État dans une situation de quasi-faillite, je trouve ça fort quand on sait qu'on a, enfin pas moi, vous allez dire, qu'a été élu un génie de la finance qui allait redresser le pays, qui allait réindustrialiser, mais à quel prix, et qui allait, souvenez-vous, participer au bien-être des populations par un effet de ruissellement. J'ai encore ce mot en tête, du ruissellement, donc beaucoup pour les riches et peu pour les pauvres. Et on est dans une situation aujourd'hui où ce déficit qu'il faudra combler, et tu l'as dit, il y a des solutions qui existent et qui sont entendables et qui sont aussi des efforts financiers. D'ailleurs, les États-Unis sont les premiers à dire qu'ils vont plus ponctionner les ultra-riches, qui sont plutôt d'accord pour résorber aussi les déficits. Donc, il y a des choses à mettre en place, et je trouve quand même fort, comme dirait mon ancien collègue Félix Tartelliani, fort de café, de porter la responsabilité, le poids de ce redressement des finances publiques sur les collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que nous sommes élus les plus proches de la population, qui vivront chaque jour les difficultés de nos concitoyens. Pourquoi ? Parce que nous sommes les collectivités territoriales, on a des budgets équilibrés, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir des budgets déséquilibrés comme l'État. Et un effort supplémentaire, on l'a calculé pour la commune de Grande-Synthe, s'il n'y a pas d'exception, puisqu'on risque d'avoir un système de dérogation lié à la DSU, notre allocation des DSU, ce serait 1,3 million d'euros l'année prochaine de dépenses supplémentaires ou de non-recettes, puisque ce sera retiré de nos recettes de la part de l'État sur les finances publiques. Et donc, l'adjoint aux finances, qui est Benoît, m'interpelle chaque jour maintenant en se disant si, de manière unilatérale et de manière très dure, l'État nous ponctionne 1,3 million d'euros sur notre budget, eh ben on va être quelque peu dans une grande difficulté comptable et aussi de déclinaison de notre programme politique. Donc on fera face, parce qu'on a toujours fait face, et quand on est élu, on sait, nous les élus locaux, on sait prendre nos responsabilités. Mais j'en attends autant de la part des élus au niveau national, pour ne pas laisser les populations dans la désespérance et dans une vision négative du futur. Si à Grande-Synthe, on a
un bouclier social, associatif, culturel, c'est parce que notre population le mérite et notre population en a besoin. Et aujourd'hui, obérer cette réalité de terrain, parce que je rappelle les chiffres, Grande-Synthe, c'est encore plus de 25% de chômeurs, 30% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ben, la richesse de ceux qui n'ont pas de richesse, c'est la fonction publique, c'est la défense de celle-ci. Et aujourd'hui, un pays qui se permet de retirer, un gouvernement qui s'autorise à ponctionner la dépense des collectivités territoriales alors qu'elles s'adressent à des concitoyens qui sont en souffrance, je trouve ça inentendable. Et je suis très poli quand je dis inentendable. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Mme Chabab. Alors en même temps, je pense que d'un banquier qui vient de chez Rothschild, on ne pouvait pas s'attendre à pire. Alors c'est vrai qu'il devait créer un nouveau monde, voilà, sauver le pays. En tout cas, c'est vrai que il a bien plombé les finances de l'État. Hein. J'avais vu dernièrement un reportage avec ces grosses sociétés privées qui obtenaient les marchés publics alors que des hauts fonctionnaires étaient en capacité de faire le travail. Et il les a bien rémunérés, il les a bien graissés, c'est bien graissé la patte. Et ensuite, on découvre que ces mêmes sociétés ont obtenu les marchés pour construire les infrastructures des Jeux Olympiques. Donc on a bien compris que c'était Magouille et compagnie. Donc oui, en effet, c'est scandaleux. Et une fois de plus, à chaque fois qu'il faut faire des économies, on vient taper sur les collectivités, comme on l'a connu il y a 10 ans avec le pacte de responsabilité d'Emmanuel Valls. Hein. C'était près d'1 million en moins pour des collectivités moyennes. Aujourd'hui, Grande-Synthe, c'est à peu près 1,3 millions, mais je vais laisser Marjorie intervenir. Enfin, par rapport à la loi de finances et collectivités, on fait des calculs. Et il y a des endroits où c'est extrêmement grave, avec l'augmentation en plus des cotisations pour la retraite, hein, parce on ne sait plus payer les retraités, donc on tape encore une fois sur les collectivités. Donc ouais, en effet, c'est scandaleux. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va pouvoir trouver cet argent, alors que des communes comme Grande-Synthe, on a créé des services publics pour répondre aux besoins de la spécificité des habitants, 30% de population qui vivent sous le seuil de pauvreté, 20% de chômeurs. Bien évidemment, le service public peut être tout pour ceux qui n'ont rien, mais je pense que cet adage, le président de la République le laisse de glace. Oui. Je voulais savoir, pour les 1,3 million, c'était la baisse des dotations. Donc on n'a pas calculé encore le coût supplémentaire des cotisations. Ok. Donc ce sera encore pire. Ouais. On risque fort de... Alors, je ne suis pas voyant, mais on risque fort de ne pas être impacté à ce niveau-là parce qu'on est éligible à DSU et il y aura un peu comme le FPIC, peut-être des systèmes dérogatoires. Aujourd'hui, c'est trop frais pour pouvoir en parler avec certitude, mais les analyses que notre service financier avec Stéphanie ont pu faire et les services de la communauté urbaine avec Cédric Soquel laissent à penser qu'il y aura certainement des mesures dérogatoires pour les villes qui sont éligibles à la DSU. Ce qui serait plutôt logique, parce qu'une ville qui reçoit de la DSU, c'est parce qu'elle a un classement de pauvreté de la part de ses habitants et que l'État reconnaît qu'elle a besoin des moyens supplémentaires pour développer des politiques sociales dans les quartiers. Ça me semblerait incongru qu'il n'y ait pas de système dérogatoire. Par contre, avec eux, je m'attends à tout. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il y a une chose qui sera de toute façon applicable à tous, c'est les hausses de cotisation patronale sur la CNRACL et la sécurité sociale. Et ça, du coup, de toute façon, on aura le surcoût. Hein. Donc. Je ne sais pas si vous avez eu les chiffres, mais pour justement les cotisations CNRACL, je ne l'ai pas pour Grande-Synthe parce que ça n'a pas été calculé, mais pour la CUT, ce serait 1,8 million et pour la ville de Dunkerque, ce serait 700 000 euros. Si c'est moi qui les ai calculés. Donc vous les avez. Donc pour Grande-Synthe, on serait plutôt, à mon avis, sur du 250 ou 300 000 euros de charges supplémentaires. C'est un chiffre que je donne comme ça par un petit calcul qui n'est pas vérifié et vérifiable, mais à mon avis, ce sera ça. Mais rien n'est perdu, il y a encore un débat. Il y a quand même des députés de gauche. Vous savez, ceux qui ont gagné en juillet, mais finalement on a perdu. Vous voyez, le truc, il est temps que la 5e République s'arrête.
Donc on peut encore compter sur nos députés de gauche pour contrer. On compte sur eux en tout cas. Je ne sais pas qui a gagné, mais je sais qui a perdu. Ouais. C'est nos concitoyens qui ont perdu. Je peux me permettre. Vas-y Albert. Ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais il n'y a personne qui a gagné. Il faut bien regarder l'Assemblée, comment elle est faite. Et puis c'est tout. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de Bruno Le Maire qui est entendu. Rigolons un petit peu. Jamais ces gens-là ne seront punis. Les loups ne se mangent jamais entre eux. C'est ce que mon père m'a toujours appris. Et jamais il sera condamné. Ou sinon, on va trouver des failles pour le machin. Deuxièmement, quand il y a des gens qui crèvent de faim, qu'ils ont du mal à manger, et que vous voyez qu'il y a des élus qui prennent des décisions pour nettoyer la Seine, pour faire 3 petits plongeons à 1 milliard d'euros. Personne n'en parle. Et moi, je vais revenir quand même sur l'Assemblée nationale et les sénateurs, tous confondus. Hein, quand j'entendais l'autre jour M. Boyard qui disait « Ah, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger un sandwich ». Mais personne n'a demandé à revenir sur les 300 et les 700 euros d'augmentation qu'ils ont obtenus. Pourquoi on ne l'annule pas tout de suite? C'est quand même à eux à montrer les premiers exemples. Quand on sert le peuple, on ne se sert pas. Parce que ces gens se servent, mais ne servent pas le peuple. Vous savez, on évite tout propos démagogique. Par contre, il faut reconnaître que ce qui était très désagréable, c'est quand la présidence décide de 3 millions d'augmentation du budget de l'Élysée, que le Sénat et le Parlement décident des augmentations. Fort heureusement, comparaison ne vaut pas raison, mais au moins la raison l'a emporté. Ce coup-ci, ils sont revenus en arrière. Moi, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est les 120 milliards d'évasion fiscale, sur lesquels on est quand même très timide. C'est sur les taxes qu'on pourrait faire sur les profits des entreprises et sur les GAFA et aussi sur les transactions financières. On ne va pas faire le débat ce soir, mais des pistes de justice, de fiscalité existent. Des pistes de justice sociale existent. Mais effectivement, où je te rejoins, c'est que ce n'est pas dans le paradigme de nos dirigeants de s'attaquer aux vraies causes du problème. Tu sais, aujourd'hui, on entend qui parler? On entend M. Bruno Retailleau, qui parle de quoi? Qui parle d'immigration. Ben moi, je suis fier à Grande-Synthe qu'on va ouvrir en décembre à la polyclinique un pass pour que l'accès aux soins soit universel, pour que les SDF, pour que les réfugiés, pour que les gens qui sont en grande difficulté pourront enfin, sur le territoire de Grande-Synthe, pouvoir se faire soigner de manière inconditionnelle. On le faisait déjà avant, sauf qu'on ne recevait aucune recette pour la polyclinique. Aujourd'hui, avec l'obtention de ce pass, il y a eu la reconduction pour le CHD, il y a le pass qui va ouvrir en fin d'année à la polyclinique de Grande-Synthe. Et ça, c'est une fierté parce que c'est une avancée sociale et c'est une avancée de solidarité. Et notre État doit être un État solidaire. Et de l'argent, il y en a. Il y en a si on va chercher l'évasion fiscale, si on taxe les plus riches, si on taxe les GAFA, si on taxe les transactions financières. Je pense que tout le monde peut vivre bien dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours. Moi, je ne fais pas preuve d'angélisme. C'est les chiffres. Les chiffres sont très clairs. Si on s'attaque aux vrais problèmes, aux vraies causes de notre difficulté, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais malheureusement, je suis très pessimiste parce que aujourd'hui, sur l'AME, sur ces discours nauséabonds qu'on entend aujourd'hui, c'est pour détourner l'attention des citoyens. C'est pour détourner l'attention des citoyens sur les vrais problèmes et sur les vraies causes de notre déficit aujourd'hui. Et quand on dit déficit, alors j'irai pas trop loin, mais monsieur le sénateur Bocquet a fait un livre que je vous invite à lire sur aussi les causes du déficit et les mécanismes du déficit et aussi comment on pourrait résorber des déficits rien que par des reventes de nos déficits ou des rachats de la part des banquiers. Il y a aussi de l'argent gagné. Mais bon, c'est pas le débat du jour. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de laisser la parole, parce que tu ne l'as pas présenté, du coup, ta décision modificative. Pas encore. En tout cas, on n'a pas recours au cabinet McKinsey, mais moi, je tenais à remercier le service des finances, Stéphanie et son équipe, qui suivent ces dossiers-là attentivement et qui nous accompagnent aussi dans nos choix.
Alors pour cette décision modificative sur la section d'investissement, elle est annoncée à 0 €. Sur la section de fonctionnement, elle est annoncée à 83 700 €. On retrouve au niveau des dépenses au chapitre 011 les charges à caractère général, c'est 83 700 €. Et au niveau des recettes, au chapitre 74, les dotations et participations, toujours c'est 83 700 €. Pour donner un petit peu plus d'éléments concrets, il s'agit de subventions qu'on a été chercher, et je pense notamment à nos jeunes qui ont pu aller aux Jeux Olympiques cet été, qui ont pu découvrir les JO, découvrir Paris. Donc voilà, c'est des ajustements suite aux subventions. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Alors, c'est 83 000 €, c'est pas abyssal comme la dette de la France. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote pour la décision modificative numéro 2 du budget principal exercice 2024. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe aux affaires éducatives, subventions aux associations et sports par le fonds de concours. Point numéro 1. CUT pour les frais d'entrée et transport des élèves. Anne-Sophie Vanel. Merci, Monsieur le maire. La communauté urbaine de Dunkerque a décidé de verser aux communes un fonds de concours sur le fondement de l'article L. 5215-26 du Code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne notre commune, le quota maximum voté par la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l'année 2024 s'est élevé à 30 000 €. Étant donné que le montant des frais de transport vers les équipements communautaires ainsi que les forfaits afférents à la pratique du patinage et du golf durant le temps scolaire pour les élèves des écoles de Grande-Synthe en 2023 a dépassé ce quota de 2 401,54 €, la communauté urbaine de Dunkerque consent à indemniser ces dépenses intégralement, modifiant ainsi leur délibération du 27 septembre 2022 relatif au versement du fonds de concours pour la commune de Grande-Synthe, le portant à un total de 32 401,54 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. C'est juste un petit réajustement. S'il y a des demandes de prise de parole, non. Donc sur le point numéro 1, le fonds de concours CUT pour les frais d'entrée et transport des élèves, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La subvention accordée aux coopératives scolaires, Anne-Sophie. Monsieur le maire propose à l'Assemblée le versement d'une subvention de 25 € par enfant accordée aux coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires publiques et privées pour l'achat de fournitures pédagogiques, pour le financement des transports et assurer le bon fonctionnement des activités sportives. Il propose également le versement d'une subvention de 3,50 € par enfant pour l'achat de cartouches d'encre pour les imprimantes mises à la disposition des écoles publiques uniquement. Il propose donc le versement d'une subvention de 28,50 € par enfant pour les écoles publiques et une subvention de 25 € par enfant pour les écoles privées, le coût des fournitures informatiques étant intégré dans le calcul de la participation aux frais de fonctionnement versés à l'association École et Famille René Bonpin. Il propose également le versement d'une subvention de 70 € pour chaque école publique pour le service santé scolaire pour pallier à la suppression de la franchise postale. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Anne-Sophie. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce point numéro 2? Non, donc on peut passer au vote sur les subventions accordées aux coopératives scolaires. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. L'adhésion à la Fédération unie des auberges de jeunesse, Benoît. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire informe à l'Assemblée que dans le cadre des politiques en faveur des adolescents menées par la commune, un séjour ski est prévu pour les jeunes de la ville. Ce séjour est organisé par le service jeunesse et nécessite l'adhésion de la commune à la Fédération unie des auberges de jeunesse afin de garantir un hébergement adapté, à coût réduit et conforme aux valeurs éducatives et sociales de la collectivité. Monsieur le maire précise que le coût de cette adhésion est évalué à 50 € et qu'elle sera entièrement financée par une subvention obtenue dans le cadre des politiques de la ville. Monsieur le maire souligne que cette adhésion s'inscrit pleinement dans la démarche de la ville pour offrir aux jeunes des activités éducatives, sportives et culturelles en dehors du cadre scolaire, tout en favorisant leur accès à des équipements de qualité. Cette action s'intègre dans les objectifs de projets éducatifs et de territoire et les actions menées par la collectivité dans le cadre de la politique de réussite éducative et d'insertion sociale des jeunes.
L'adhésion à la fédération permettra de bénéficier d'une réduction sur les coûts d'hébergement des jeunes durant le séjour ski, tout en leur offrant un environnement sécurisé et adapté pour leur épanouissement personnel. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? On a remis au goût du jour les séjours ski qui n'existaient plus depuis quelques années, Benoît. Il y en a eu un l'année passée, c'est ça? Voilà, on a commencé l'année dernière. Là aussi, je tiens à remercier les services qui ont été chercher les subventions pour que nos jeunes puissent partir au ski. Donc, je vous propose de passer au vote sur l'adhésion à la Fédération unie des auberges de jeunesse. Y a-t-il des votes? Faut voter la délib là. Ouais. Ah d'accord. Je pensais que vous passiez à la délib suivante. Je pensais peut-être à Michel Blanc en parlant auberge de jeunesse et ski. On peut lui rendre hommage sur cette délibération. Sur l'adhésion à la Fédération unie des auberges de jeunesse, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 4, qui est la subvention aux associations dans le cadre des activités périscolaires. Benoît. Donc, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la commune de Grande-Synthe a développé une politique de réussite éducative qui s'appuie sur un véritable partenariat entre la ville de Grande-Synthe, les partenaires institutionnels et les acteurs associatifs. Aussi, plusieurs associations de la commune ont proposé des projets afin de participer à l'animation des temps d'activités sportives dans le cadre des activités périscolaires. La ville souhaite donc accompagner positivement ces projets mis en place, apportant un soutien financier et ainsi permettre aux écoliers de la ville de découvrir et de participer à des activités sportives et culturelles variées. Les activités périscolaires après l'école et le mercredi matin et après-midi s'adressent aux enfants de 32 mois à 12 ans. Une convention sera alors signée entre les associations de la ville de Grande-Synthe qui déterminera les modalités pratiques de versement de la subvention ainsi que les engagements de l'association. Les associations concernées sont les suivantes, donc l'OGS Tennis, l'OGS Pêche, les Poneys du Prévert à hauteur de 700 € pour un jour d'activité, l'Espace Santé du Littoral, l'OGS Basket, l'OGS Escrime, le Vitrail Grande-Saintois pour 2 jours d'activité. Les subventions seront versées en 2 fois. La première partie sera attribuée en octobre 2024 et le solde de fonds sera payé en février 2025. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Une délibération qu'on passe aussi chaque année. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On peut passer donc au vote sur les subventions aux associations dans le cadre des activités périscolaires. Est-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on finit pour nos délibérations par le fonds d'aide exceptionnelle aux associations qui se fera à 2 voix entre Michel Dassonville et Karine Famchon. C'est comme ça? Michel. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'un crédit total de 40 000 € a été ouvert au titre du fonds d'aide exceptionnelle au budget primitif 2024 afin de soutenir les associations dans l'organisation de manifestations et la réalisation des projets qu'elles ont prévus. Monsieur le maire soumet à l'Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds suivant les conditions fixées avec les associations par convention. Le Conseil de Sages organise les 30 ans de l'association, 2 000 €. Le photoclub participe au projet Octobre Rose en maison de quartier du Moulin en organisant un shooting de 380 €. Le musée de la sidérurgie sollicite une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 500 €. Meust, organisation du festival Jean Barburir le 28 septembre 2024 afin de couvrir les divers frais de fonctionnement. Durant cette journée, les spectateurs pourront participer à un atelier d'éloquence gratuitement et de voir 4 humoristes pour un prix d'entrée accessible 10 €, 1 200 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Karine, pour compléter. Pour les associations sportives, le jeu rugby avec la participation à l'organisation du match commémoratif USA-Belgique pour 1 500 €. L'OGS Badminton, la prise en charge des repas des associations lors de sports ouvertes pour 1 500 €. L'ASSA pour l'achat de tenues pour les postes de secours de la ville, 1 200 €. Le FC Grande-Synthe pour la formation des éducateurs, 7 éducateurs sont concernés pour 1 800 €. Les Poneys du Prévert pour la participation aux frais vétérinaires et remise aux normes du club pour 5 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je vous propose de passer
Au vote sur le fonds d'aide exceptionnelle aux associations, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Il nous reste à approuver les décisions prises depuis le 4 juin 2024. Cela n'appelle pas de vote, mais une présentation au conseil municipal. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? Non plus. Il me reste à vous indiquer la date du prochain conseil municipal qui aura lieu le mardi 17 décembre, et à vous souhaiter une bonne soirée et à vous remercier pour la qualité de nos échanges et de nos débats sur l'avenir de notre pays. Merci à vous tous et bonne soirée.